En fait, si tu veux, dans une vidéo précédente, moi, je te présentais un modèle de projet pédagogique en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que je m'adressais principalement aux directeurs et aux directrices dans cette vidéo. Et le truc, c'est que ce sont pas les seuls à être confrontés à différents projets en fait dans l'animation. Dans une équipe d'animation, les animes peuvent très bien aussi être confrontés à différents projets. Et donc c'est pour ça en fait, si tu veux, que je vais revenir dans cette vidéo sur ce qu'est la notion de projet. Je vais aussi te rappeler ou faire un récapitulatif des différents projets qu'on peut rencontrer dans l'animation. Mais je vais surtout ici m'adresser aux projets que les animes vont rencontrer sur le terrain. Et je vais aussi te donner des exemples concrets pour imager ces différents projets. Alors, juste, si toi, tu n'as aucun problème pour aborder la notion de projet dans l'animation, cette vidéo ne sera pas forcément faite pour toi. Par contre, tu verras peut-être, ou très certainement même, comment est-ce que moi j'aborde le sujet en tant que formateur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation, fondateur d'Animaré. Regarde la description de la vidéo si ça t'intéresse ou si tu veux en savoir plus. On se retrouve après le générique. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et en quoi est-ce que tu vois ça peut t'aider toi sur le terrain si tu veux. Peut-être que toi tu es confronté à la mise en place d'un projet d'animation et que tu sais pas du tout comment l'aborder, par quel sens le prendre et derrière on attend quelque chose de toi. Ce qui peut mettre une certaine pression aussi. Et peut-être aussi que tu as été déçu ou que tu as déçu d'autres personnes en n'arrivant pas ou en ayant du mal à mettre en place ou à atteindre les objectifs d'un projet que tu te serais fixé au sein de ton séjour. Et donc, si tu veux, moi je pense que dans la plupart du temps, c'est parce que t'es pas assez au clair sur la structure ou les étapes d'un projet. Un projet doit avoir un objectif. Donc un objectif, c'est un verbe à l'infinitif qui va définir quel est son but. Et un projet se déroule en 3 temps. Les 3 temps, donc il y a la préparation, il y a la réalisation et il y a l'évaluation du projet. Donc si tu veux, pour faire simple, pour t'éclairer un petit peu et parler des projets en général, je vais ici te donner un exemple avec un projet que tu as pu découvrir. Donc si tu me suis depuis maintenant quelques mois et que tu peux découvrir aussi à l'instant peut-être. Voilà, donc le projet, c'était le mien, donc projet général. Ici, je m'adresse pas forcément sur le terrain dans l'animation, c'est juste un exemple pour que tu comprennes. Donc ici, projet de ouvrir un centre de formation dématérialisé sur Internet. C'est ce que j'ai fait, c'était mon projet pendant l'année 2019. Voilà, je vais avoir un autre projet pendant l'année 2020, ce qui va être principalement de faire tourner mon centre de formation, mais pour l'ouverture, ça y est, on est bon. Ok, donc je vais t'expliquer un petit peu quelles ont été les différentes étapes de la réalisation de ce projet. On va les reprendre une par une. Ok, donc ici, moi, j'ai créé Animaré. Ok, et le but c'était d'ouvrir un organisme. Donc l'objectif, c'était ouvrir un organisme de formation dématérialisé, donc sur Internet et non qualifiant, ce qui veut dire aussi que je ne délivre aucun diplôme, ce qui me permet de pouvoir dire un petit peu plus de conneries. Ici, OFD, organisme de formation dématérialisé, et n'oublie pas, non qualifiant. Donc on reprend les 3 étapes du projet. Donc ici, là, prépa. Ici, là, je vais mettre Réa pour réalisation. Normalement, tu comprends. Et ici, je vais mettre Eva pour évaluation. Ok ? Ah, très bien. Et alors, en fait, si tu veux, voilà à quoi doit ressembler à peu près, grosso merdo, le squelette d'un projet sur papier, tu vois. Et donc, en fait, moi, je pense, ce que je dis souvent en tant que formateur, c'est que pour remplir ces différentes étapes, il faut partir de
ce que tu veux faire en fait, de la réalisation, qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec les jeunes. Et je pense qu'après de là vont découler la préparation et l'évaluation. Et c'est peut-être parce que tu n'as pas posé ça sur papier que tu es peut-être un petit peu perdu dans tes projets, que tu sais pas où est-ce que tu en es ou que tu sais pas trop comment analyser les projets que tu as vécus. Donc du coup, on part de la réalisation. Moi ici, ma réalisation pour Animare, mon centre de formation sur Internet. Donc ce que je voulais faire, moi, je voulais donc créer du contenu sur Internet. Créer du contenu, ensuite le diffuser. Mais donc d'abord créer le contenu. Et donc quand je dis création de contenu, ça veut dire que si tu veux, tous mes contenus sont à minima écrits. Et après, selon est-ce que je le laisse à l'écrit ou est-ce que je le monte en vidéo, après derrière il y a une partie tournage et montage. Ok. Donc ça c'est la première chose. Ok. Ensuite, je voulais diffuser mon contenu sur Internet. Évidemment, je le fais pas pour le garder pour moi. J'écris mal, je sais, et encore pire quand j'écris pas en italique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi donc sur mon centre de formation? Je voulais aussi répondre à des questions, ok? Et aussi, ce que je tenais à faire, comme tout organisme de formation, il n'y a pas d'organisme de formation qui n'a pas une stratégie commerciale. C'est normal, à partir du moment où tu fais ça à temps plein, il n'y a pas de raison que tu sois pas rémunéré pour ce que tu produis. Du coup, je souhaitais aussi, moi, vendre des produits tirés de mes compétences, mes expériences et avec la valeur ajoutée que moi, je vais y apporter. Okay. Maintenant, elles engagent que moi. Il y a personne qui est obligé de les acheter. Je peux très bien continuer à me suivre sans me donner un seul euro. Il n'y a pas de problème. Enfin bref. Donc, du coup, là, si tu veux, c'est un petit peu les 4 choses que je voulais faire moi au sein d'Animare, au sein de mon entreprise, enfin au sein du centre de formation. L'entreprise c'est une autre partie. Et donc du coup, bon, on peut recoupler création et diffusion, mais donc il y a 3-4 grandes parties, tu vois, où voilà, je veux créer du contenu, le diffuser, je veux répondre à des questions pour ceux qui en ont besoin, et je veux aussi vendre des produits pour pouvoir vivre de l'activité que je fais à temps plein. Sinon, je ferais pas ça. Ok. Donc du coup. De là, tu vois, ça c'est la réalisation que je veux. Maintenant, si je veux être efficace et pour pouvoir arriver correctement à mettre en place mes idées, enfin en tout cas mes objectifs, ce que je voulais faire, donc ouvrir le centre de formation, ça ressemble à tout ça, c'est tout ça qu'il y a dans ouvrir le centre de formation. Qu'est-ce qu'il me faut? Et là, quand tu poses cette question, qu'est-ce qu'il me faut, la préparation va venir toute seule. Donc, si tu veux, moi… Premièrement, je vais prendre ça ici, là, le dernier point, pour pouvoir vendre des produits. Ce qu'il a fallu que je fasse avant même de partir sur autre chose, c'est qu'il a fallu que je crée une entreprise. D'accord? C'était la première chose. Mais oui, parce que tu sais, on est en France et à un moment, quand tu as beaucoup de revenus, si c'est pas déclaré, on va venir te poser des questions. Après, derrière ce qui va avec la création d'entreprise, si tu veux, il n'y a pas d'entreprise sans stratégie commerciale. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Ok. Tiens, au passage, ne crois pas que les centres de formation, là, les organismes de formation classiques, donc physiques, ceux où tu vas passer, par exemple le BAFA ou le BFD ou ton BPGEPS ou etc., ne crois pas que ces organismes n'ont pas une stratégie commerciale. Ils en ont tous une, c'est normal, ils font ça à temps plein. Il y a un moment, il y a des formateurs, il faut les rémunérer, ou alors même dans les organismes où les formateurs sont bénévoles, il y a un moment où le prix de la formation, enfin je veux dire pour les stagiaires, pour les personnes qui passent la formation, qui tentent d'obtenir le diplôme ou le brevet à la fin, ça a un coût, c'est jamais gratuit, même si on leur finance, il y a tout le temps quelqu'un qui paye. Pourquoi? Parce que la formation a un coût, il y a des moyens qui sont débloqués dedans, il y a des personnes qui ont pris du temps, il y a des locaux, etc. Il y a du matos, il y a plein de choses, donc c'est normal en fait, tu vois, à moins que tu sois sur ton livre et du bénévolat. Mais moi, je connais très peu de personnes qui feraient une activité à temps plein sans être payé derrière, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai ma stratégie commerciale et puis voilà, si tu observes un petit peu ma chaîne, tu peux t'en rendre compte en allant aussi sur Animare TV et la médiathèque Animare. Bref, aussi après derrière, si moi je voulais ici créer et diffuser du contenu, il faudrait peut-être aussi déjà avoir des idées de contenu, tu vois. Et aussi ce qui pourrait peut-être me permettre après de compléter ma stratégie commerciale avec mes idées de contenu. Ensuite, derrière, ce qu'il me faut aussi, qui va aussi en lien avec ma stratégie commerciale, c'est des canaux de diffusion.
ok, pour pouvoir tout simplement diffuser le contenu. Parce que si je le diffuse seulement aux personnes qui me connaissent, je vais pas impacter beaucoup de monde. Il faut aussi que je diffuse aux personnes qui me connaissent pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 3 canaux de diffusion. J'ai fait une chaîne YouTube qui s'appelle Animare TV. Elle est totalement gratuite pour tout le contenu qu'il y a dessus. J'ai fait une page Facebook qui s'appelle Animare FB. Tout est complètement aussi gratuit dessus. Et dernièrement, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin avec les méthodes et ressources que j'utilise et que je véhicule, que j'applique, qui me plaisent et en quelles je crois, et ben s'ils le veulent, ils peuvent aussi aller sur la médiathèque Animare pour acquérir aussi ces ressources et ces méthodes. Et par contre, là ici, la médiathèque Animare, c'est quelque chose de payant. Il n'y a aucune obligation, d'accord? Les gens qui y vont, ils vont avec leur propre volonté et en pleine âme et conscience. Et la médiathèque Animare est la dénomination de mon entreprise. Mon entreprise, elle s'appelle Médiathèque Animare. Ok? Mais aussi, ce que je me suis dit, putain, Lex, toi, t'es anime, t'es directeur, l'animation, c'est ton truc et tout. Bon, forcément, à force des années, pour pouvoir encadrer des groupes, qu'ils soient de jeunes ou d'adultes, ou de convaincre des organismes de te confier des responsabilités, il y a forcément un moment où t'as dû travailler la conviction, la persuasion. Ça, c'est sûr, c'est un fait, ok, d'accord. Mais par contre, le truc, c'est que entre apprendre à convaincre et persuader et apprendre à vendre, c'est une autre histoire. Et moi, tu vois, encore une fois, je veux pouvoir aussi profiter des bénéfices des compétences que j'ai, ce qui est tout à fait normal, j'y passe du temps, j'y fais du travail, mais sauf que moi, à la base, je suis pas un vendeur, tu vois, c'est pas mon métier. Alors, j'ai quelques notions, comme je te l'ai dit, de conviction, de persuasion, pourquoi pas, mais je me suis dit, ouais, il va peut-être falloir te mettre sérieusement là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé à la vente, ok? Ça a été long, et apparemment, je suis loin d'avoir fini de me former. Ensuite, tu vois, ce que je me suis dit derrière aussi, c'est que voilà, je veux travailler sur Internet, je veux diffuser du contenu. Certes, c'est vrai que la création de contenu en tant que telle, la plupart du temps, ne va pas me donner un coût excessif, mais je peux pas faire ça juste comme ça avec mes doigts, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour créer mon contenu et pour pouvoir le diffuser? Il me faut du matos. Et donc ça, c'est tout le matos audiovisuel qui va comprendre mon téléphone pour filmer, voir la GoPro des fois. Après, derrière, il y a les micros d'enregistrement. Ensuite, il me faut mon ordinateur avec le logiciel de montage. Ensuite, j'ai les éclairages. J'ai un trépied aussi, différents trucs pour pouvoir... bref, il me faut du matos, tu vois. Donc ici, c'est le matériel audiovisuel. Aussi, après, ce que je me suis dit aussi, c'est bon, voilà, tu sais, Internet, étant donné que tu comptes ni faire du divertissement, ni utiliser les systèmes de publicité là, classiques. C'est un monde qui est très difficile. Si tu te mets pas à observer les autres créateurs de contenu à succès et en tirer des analyses, de voir te former avec eux, il y a peut-être un moment où tu vas avoir du mal parce que oui, l'animation c'est ton truc, mais Internet c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Donc, ce que j'ai fait, je me suis aussi, allez, on va dire que je me suis formé à la création de contenu à force de beaucoup d'observations, voire des fois en me formant tout court vraiment, en achetant des fois des formations pour comprendre comment est-ce que ça se passe exactement. Enfin bref. Bon, il y a encore d'autres choses, hein, mais tu vois, je vais pas m'éterniser pendant des heures là-dessus. Mais c'est pour te dire, voilà quel est le minimum de préparation que j'ai dû faire pour pouvoir réaliser aujourd'hui mes objectifs dans création, diffusion de contenu, réponse aux questions et vente de produits, qui tout ça répond au grand objectif d'ouvrir un centre de formation dématérialisé sur Internet. Ok? Et donc après, derrière, quand je vais vouloir savoir si ça a été ou si ça n'a pas été, il faut que je puisse prendre la mesure et la température pour soit pouvoir améliorer certaines choses, soit pouvoir dire je vais faire de nouvelles choses, ou soit pouvoir dire ça, il faut que j'arrête de le faire. Et donc pour ça, il faut une évaluation. Et il est là, je pense, c'est peut-être ça aussi le passage le plus important dans
dans les différentes étapes d'un projet, c'est l'évaluation. C'est le meilleur moyen de le remettre en question et aussi de remettre en question tes pratiques, l'évaluation. Je viens de t'expliquer à quoi ça servait, tu vois. Soit on améliore, soit on fait de la nouveauté, soit on supprime en fait. Et tu peux pas progresser. C'est compliqué en tout cas de progresser si tu n'as pas des critères d'évaluation qui sont concrets, physiques, palpables, en tout cas qui ont du sens, tu vois. Et donc moi par exemple, ce que je vais faire ici pour mesurer le résultat de ma création, de l'ouverture de mon centre de formation sur Internet, les premières choses que je vais faire en fait, c'est que je vais déjà mesurer aussi un petit peu les métriques. Okay. Donc les métriques, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple les nombres d'abonnés. Voilà. Aussi, ce que je peux mesurer, c'est le nombre de clients. Et après, on peut aussi partir sur les taux de soit de rétention sur une vidéo, donc c'est-à-dire combien de temps est-ce que en pourcentage, combien de temps est-ce que les gens restent sur une vidéo, et aussi peut-être les taux de conversion. Donc taux de conversion, c'est combien de visionneurs deviennent des abonnés, combien d'abonnés deviennent des clients, etc., etc. Ok? Bon, après voilà, il y a d'autres métriques que je pourrais mettre en place, hein, tu vois, mais ça c'est les premières que je regarde. Il y en a d'autres aussi, mais bon voilà, on va pas faire trop long. Ensuite, ce que je vais faire aussi, moi, comme en fait, si tu veux, mon but, qu'est-ce que c'est? C'est que même si tu m'achètes pas des produits, parce que certes, oui, voilà, c'est bien si je peux aussi vivre de mes compétences, mais de l'autre côté, j'apporte aussi pas mal de contenu gratuit sans même des fois parler du fait que je vends des produits aussi derrière. Ça arrive aussi certains des fois, enfin je fais ce que je veux sur ma chaîne, tu vois. Mais derrière, ce que je veux dire, c'est quel que soit, est-ce que tu es un client ou est-ce que tu es un abonné ou est-ce que tu es juste quelqu'un qui est ni client ni abonné mais qui regarde la chaîne de temps en temps, mon but c'est de t'apporter de l'aide, d'accord? Mais il y a un moment, si moi je veux t'apporter de l'aide, il faut que je sache aussi si cette aide elle t'a été utile ou pas. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des retours, des avis, des conseils des personnes qui sont donc soit abonnés, soit clients ou soit qui me soutiennent sans forcément être l'un ou l'autre. Ok? Et donc, moi, dans mon fort intérieur, tu vois, ça n'engage que moi, je peux me tromper, mais pour moi, ce sont les seuls retours dont j'ai besoin. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est pour ces personnes-là que je fais du contenu. Ok? Il y a d'autres personnes derrière qui n'aiment pas ce que je fais, qui soit n'aiment pas ce que je fais, soit n'aiment pas ma personne. Et donc, du coup, ces personnes-là, elles vont chercher par tous les moyens, soit à critiquer, mais sans, je pourrais dire ce que je voudrais, même si c'est des outils qu'elles utilisent, elles vont quand même dire que c'est nul ou qu'il faut pas faire comme ça. Et voilà. Bon, très bien, ok, d'accord. Ou alors derrière, tu vas avoir d'autres personnes qui vont envoyer des critiques ou des soi-disant conseils juste dans le but de te nuire, de détruire moralement, etc., etc. Les vraies personnes qui, elles, il faut écouter, je pense, c'est celles qui redemandent de ton contenu parce qu'elles te demandent de t'améliorer parce que justement le contenu leur plaît, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écouter mes abonnés, mes clients et les personnes qui me soutiennent. En fait, si tu veux, moi je pense comme ça en fait, c'est que il faut pas essayer de plaire à ceux qui t'aiment pas, tu vois. Je pense que tu vas finir par y perdre du temps et ta dignité, tout simplement. Bon, voilà. Donc, et ici, en fait, si tu veux, avec ces critères d'évaluation, je mesure un petit peu, moi ici, essayer d'améliorer, là ici, je mesure, pardon, je vais faire une phrase française, je mesure un petit peu comment est-ce que je peux essayer d'améliorer, ou alors soit supprimer des choses que je fais, ou alors tenter des choses nouvelles dans ma réalisation de création de contenu, de diffusion, de réponse aux questions et de vente de produits. Donc tu peux voir, si tu fais un petit peu l'historique de la chaîne, que je l'ai déjà fait, de faire des retours aussi un petit peu de l'analyse de ma propre chaîne, de l'analyse de mes propres contenus, et après derrière il y a eu des modifications qui ont été faites soit par mes propres métriques dont je me suis rendu compte moi-même, ou alors soit par les retours des abonnés, des clients ou des soutiens que je peux avoir. Ok? Mais donc voilà, ici tu vois, je t'ai parlé de mon projet, donc qui était de 2019, donc de création, ouverture d'un centre de formation dématérialisé. Mais tu vois, en fait, ça, voilà, je te dis ça pour te donner l'exemple d'un projet. Mais il y a plein de projets dans ta vie courante que tu peux rencontrer. Tu peux avoir le projet de te marier, tu peux avoir le projet de voyager, tu peux avoir le projet d'avoir des enfants, tu peux avoir le projet de faire un nouvel achat, tu peux avoir le projet d'avoir une entreprise ou une association, etc., etc. Et en fait, si tu veux, tous ces projets sont censés
passer normalement pour qu'il soit qualitatif, pour qu'il se passe bien. Et si tu veux en être sûr et mettre toutes les chances de ton côté, ils doivent passer par préparation, réalisation et évaluation. Donc, c'est-à-dire préparation, c'est se donner les bonnes conditions de départ pour la réalisation de notre projet. Ensuite, réalisation, c'est rien lâcher pour dire que le projet aboutisse. Et ensuite, évaluation, c'est faire une mesure. Est-ce que ça a été? Est-ce que ça n'a pas été? Ok? Et donc, si ça n'a pas été, qu'est-ce qu'on change? Si ça a été, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on remet en place? Est-ce qu'on met des trucs nouveaux? Enfin, bref. Ok? Tu vois? Et je te dis, ça, tu peux le voir dans tous les exemples que je viens de te citer. Voilà. Bon. Maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans les projets qui sont liés à l'animation. Donc, les projets qui sont liés à l'animation, moi, comme ça, je vois 4 grands types de projets et dont, ici, je t'ai dit que j'allais te parler d'un type de projet bien particulier, ceux qui étaient plutôt à destination du terrain concret, plutôt pour les animes. Mais bon, je vais les reprendre quand même. Donc, en tout premier lieu, en fait, si tu veux, le projet qui régit l'animation dans la loi française et tout, c'est ce qu'on appelle le projet d'État. Alors, le projet d'État, c'est un projet qui, comme son nom le dit, est régi par l'État et donc derrière va conditionner toutes les conditions et attentes, comment dire, les conditions et attentes demandées au sein des projets éducatifs des différents organismes, quelle que soit leur valeur, leur vision et ceci et cela. En fait, c'est ce que l'État va demander au minimum aux différents organismes. Ok, donc là, je vais pas trop t'en parler parce que clairement, je touche pas terre dessus. Ok, je préfère être très honnête avec toi. Alors ensuite, de projet suivant qui découle du projet d'État. Donc ensuite, je viens de t'en parler un petit peu, ce sont les projets éducatifs. Alors, le projet éducatif, donc un projet éducatif est propre à un organisme, d'accord? Pareil, je vais pas trop t'en parler parce que, pareil, je me sens pas trop légitime pour... Oh là 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 là, bordel. Je me sens pas trop légitime pour te parler du projet éducatif pour la simple et bonne raison que j'en ai jamais rédigé et j'ai fait que en recevoir, en découvrir de certains organismes avec lesquels je travaillais. Mais le jour où j'ouvrirai une structure, je rédigerai un projet éducatif et je t'en parlerai avec grand plaisir. Mais donc en fait, pour faire simple, le projet éducatif appartient à un organisme et en fait il va définir ce que l'organisme attend de ces différentes équipes sur le terrain, sur l'ensemble des séjours qu'il va organiser, d'accord? Parce qu'ils ont des valeurs, ils ont quand même des visions éducatives, ils ont une histoire, et donc par rapport à tout ça, l'organisme va avoir des consignes qui vont être les mêmes au sein de tous ces séjours, ok? Et ces consignes, évidemment, doivent correspondre au projet d'État. Ensuite, découlant du projet éducatif, donc qui est commun à tous les séjours d'un même organisme, tu as ce qu'on appelle un projet pédagogique. Du coup, le projet pédagogique, si tu veux, la personne qui est garante de sa rédaction, c'est le directeur ou la directrice du séjour. Maintenant, le truc, c'est que normalement, bon, un projet pédagogique est censé être rédigé collectivement, à minima, par toutes les personnes qui vont composer cette équipe pédagogique. En fait, c'est dit dans le nom, en fait. C'est le projet pédagogique, donc projet de l'équipe pédagogique. Et bon, maintenant, la plupart des directeurs écrivent ça dans leur coin. Et si tu veux comprendre ça, si tu veux comprendre pourquoi, regarde cette vidéo-là, tu vas comprendre. Et c'est une vidéo à laquelle je réponds à Yann là-dessus. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que un projet pédagogique, en fait, si tu veux, ça va être la ligne de conduite, le cadre, le chemin, la direction que l'on va suivre tout au long d'un séjour. Normalement, un projet pédagogique est censé correspondre à un séjour. Alors, bon, si toi, tu es à 2 doigts de la rédaction de pédagogique, ou en tout cas si c'est la période, ce qui est possible, hein. Du coup, voilà, tu es en pleine rédaction de PP, ça va arriver où tu y es, et que peut-être tu as du mal à mettre tes idées par écrit, eh ben moi ce que j'ai fait pour toi, j'ai créé pour toi un modèle de PP type Animare. Donc c'est pas un modèle de PP type parce qu'il n'existe pas de modèle de PP type, c'est juste un modèle de PP type Animare que moi je m'approprie, que je véhicule, qui me plaît donc qui est adaptable aussi bien pour n'importe quelle conviction et ou alors fonctionnement pédagogique ou alors aussi voire même dans n'importe quelle mise en forme ou mise en page, d'accord? C'est juste une base, c'est un squelette sur lequel s'appuyer.
Et si tu veux aussi, ce PP, il est adaptable à n'importe quel type de structure, donc quels que soient les publics, n'importe quel type de séjour, pardon. Donc quels que soient les publics, les structures, les thématiques qui y sont. Enfin voilà, donc c'est un modèle qui est facilement adaptable à peu près n'importe qui et à n'importe quoi. Il est un petit peu universel. Et du coup, si tu veux, pour accompagner ce modèle, j'ai fait plus de 3 heures de vidéo pour pouvoir t'accompagner toi. Si tu veux, je suis là sur le bureau, mais en fait, je suis avec toi et je t'accompagne dans la rédaction de A à Z de ton projet pédagogique. Je suis là et je te donne pas mal de conseils là-dessus. Alors, si tu veux, ce qui est pas mal vraiment avec ce PP, c'est que si tu veux, tu as juste à reprendre les passages que j'ai mis dedans et les adapter à ton PP, à tes convictions, à tes fonctionnements, etc., etc. Par contre, moi, je te déconseille de faire du copier-coller, même je te reconseille de le réécrire intégralement avec tes propres mots. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vois surtout, c'est que il y a que comme ça que tu pourras vraiment le défendre, ton projet pédagogique. Et parce que tu vas être obligé de le défendre face à déjà face à l'organisateur qui va vouloir, auprès duquel tu vas vouloir qu'il te confie un séjour. Tu vas devoir le défendre face à ton équipe et tu vas aussi devoir le défendre ou en tout cas le faire appliquer sur ton séjour. Ok, sinon ça sert à rien de le rédiger, hein, ton PP. Et du coup pardon, excuse-moi. Donc du coup le truc c'est que comme tu vas devoir le défendre, moi je pense qu'il est important vraiment que tu le réécrives de bout en bout. Il y a que comme ça que tu apprendras à vraiment le défendre. Pourquoi? Parce que tu le connaîtras sur le bout des doigts, tout simplement. Donc ça c'est la première raison pourquoi il faut éviter le copier-coller. Et ensuite il y a l'autre raison où normalement un PP est pas censé être un copier-coller vu qu'il est censé appartenir à être garant d'une direction, d'une personne en direction et être concerné un seul séjour à la fois. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit un copier-coller. Malheureusement, après sur le terrain, la réalité fait que il y a beaucoup de directeurs et de directrices qui font du copier-coller soit de leur PP qui répètent ou alors voire même carrément de PP d'autres personnes qui récupèrent ou alors ils font des mix d'autres PP et en fait en soi on s'inspire tous un petit peu, c'est normal, on s'inspire des PP des uns des autres. Si tu travailles les mêmes objectifs pédagogiques, c'est normal que tu reprennes la même base de ton PP et tout ça, mais derrière, si tu veux, pareil, il y a aussi des organismes qui eux, moi j'ai connu des centres, tu vois, quand je débutais dans l'animation où voilà, moi je travaillais à l'année pour toutes les périodes de vacances scolaires, donc c'était tous des séjours différents à chaque fois et pourtant il y avait un projet pédagogique pour toute l'année, tu vois. Et en fait, tout dépend après derrière de qui va valider ton PP, tu vois. Et après aussi, tout dépend de qui va être l'auteur du PP. Il y a des personnes qui sont très très fortes pour faire du copier-coller sans que ça se sente, sans que ça s'en rende compte. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais il y en a qui y arrivent. Et donc, et après derrière, c'est pareil. N'oublie pas que c'est des humains qui vont valider ton PP, même si t'es coordinateur d'organisateur, d'organisme de séjour. Il n'est pas dit que les personnes se rendent compte que tu as fait du copier-coller. Ça peut arriver. Donc voilà, tu peux toujours gruger et passer entre les mailles du filet en fait. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de l'écrire intégralement ton PP. Il n'y a que comme ça que tu pourras vraiment le défendre et donner aussi envie à des gens de le suivre, ton PP, de le mettre en place. Et donc, du coup, moi, ce que je te disais, donc de le recopier, mais de recopier, de t'en inspirer. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, genre, si tu cherches les mots, si t'es pas Voltaire dans l'âme et que t'as du mal face à la feuille blanche, moi, je t'aurais déjà trouvé les tournures de phrases, les styles, j'allais dire les figures de style, non, mais tu vois, vraiment tourner des belles phrases, des beaux mots et que tu pourras, toi, derrière, juste réadapter ou même changer, mais au moins, la structure est déjà là. Si c'est compliqué pour toi de trouver des phrases qui traduisent tes pensées, et ben, quand on va aborder un thème, t'auras juste à remettre tes pensées, la phrase existera déjà, tu vois, t'auras pas à chercher ça. Enfin bref, si tu veux, c'est une base solide sur laquelle t'adapter pour rédiger ton PP. Alors va peut-être voir la vidéo de présentation là du modèle de PP que je te propose. Et sinon, clique sur le premier lien dans la description et puis tu finiras par tomber dessus. Si tu veux l'obtenir directement. Alors moi, oui, je vends des produits, oui, parce que je vends ce PP parce que il est atypique. Si jamais tu l'achètes et que tu te rends compte qu'il y avait déjà quelqu'un qui véhiculait exactement le même type de fonctionnement qui est dedans, en sachant que c'est un fonctionnement qui permet un petit peu à chaque courant différent de l'animation de s'y retrouver à un moment ou à l'autre, tu me fais signe, tu m'envoies parce que déjà ça m'intéresse premièrement et en plus de ça, pour l'information que tu m'auras donnée, je te rembourserai le prix du PP. Et en plus de ça,
si tu veux, moi j'ai fait aussi un gros travail derrière, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment demandé beaucoup de travail. Donc j'estime, oui, après tu as le droit de pas être d'accord, mais j'estime que ce n'est pas un travail qui mérite que je donne gratuitement. Après chacun en fait ce qu'il veut de cette information-là. Aussi, pourquoi est-ce que je le vends? Parce que j'en suis fier, tu vois. Je me permettrai pas de te vendre quelque chose dont j'ai honte, et j'en suis tellement fier que ce produit-là, je préfère te le dire aussi, hein, voilà, tu vois, pour être très honnête, très transparent avec toi, ce sera le produit le plus cher que je mettrai jamais en ligne, parce que c'est le produit dont je suis le plus fier de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu vois, c'est un petit peu mon bébé. Enfin voilà. Et en plus de ça, pourquoi est-ce que je le mets en ligne? Pourquoi est-ce que je le mets en vente? Parce que je suis persuadé qu'il peut aider des personnes. Tu vois, vraiment, j'en suis vraiment persuadé. Mais le truc, c'est que je me rends compte aussi, et j'ai vécu cette propre expérience moi-même en étant formé gratuitement et en étant formé, en ayant payé. Tu t'investis beaucoup plus dans ta formation quand tu payes en fait. C'est ça le truc. Et moi, je l'ai pas écrit pour que ce PP soit du vent. Je l'ai pas écrit pour que y ait des personnes derrière qui l'utilisent pour faire beau, tu vois, allez vas-y confirme-moi le séjour, et derrière je me la touche, tu vois. Non. Moi je tiens vraiment à ce que en fait tu écrives un PP qui te ressemble, porté de tes convictions, que tu vas savoir défendre, qui est clair et qui donnera envie aux autres de te suivre. Tu vois, c'est pour ça que je le fais. Et voilà, je te forme vraiment à quelque chose. Et je pense vraiment que voilà, quand on veut aller jusqu'au bout de sa formation, si on veut vraiment s'investir dedans, quand on a lâché des pépettes, c'est un peu plus facile de se donner l'envie d'être motivé, tu vois, de suivre sa formation. Enfin, bref. Bon, voilà. Je te rappelle aussi que tu peux profiter d'une réduction de 50% sur toute la médiathèque Animaré jusqu'au 31 décembre 2019. Donc, tarde pas parce que là, il reste que quelques jours. À partir du moment où tu utilises le coupon décembre 2019, donc décembre DECE MBRE 2019 D2019, donc en gros décembre 2019 en majuscule, tout attaché et sans accent. Voilà, donc n'hésite pas parce que ça va pas durer, et puis voilà. Donc voilà, et aussi donc c'était un petit peu pour parler du projet pédagogique, et donc voilà, pour revenir sur le projet pédagogique, là le projet pédagogique c'est quelque chose qui concerne, dont est garant le directeur. Après ce qu'il peut faire aussi c'est concerter toute l'équipe pédagogique, je te l'ai dit, mais c'est pas forcément évident dans tous les cas, et ce serait mieux, moi des fois j'essaye de le faire, mais des fois c'est pas possible, ok. Et donc voilà, c'est pour ça que le directeur reste garant de l'écriture, de la rédaction du projet pédagogique. C'est au cas où l'équipe veut pas s'investir dedans, le directeur il va quand même faire quelque chose, tu vois. Enfin voilà, mais donc bref, assez parlé du projet pédagogique, je vais pas m'étaler plus dessus, et de toute façon il y a d'autres ressources sur la chaîne pour aller voir. Et maintenant ici je vais parler de ce qu'on appelle les projets d'animation. Alors les projets d'animation, si tu veux, moi, j'ai fait plusieurs centres de formation où j'étais formateur, et même les centres de formation où j'ai juste été passer mes diplômes, j'ai un petit peu l'impression que, alors est-ce que c'est les centres de formation ou est-ce que c'est les équipes de formateurs qui sont jamais d'accord, mais en tout cas c'est une réalité, ils sont jamais d'accord sur ce qu'on met derrière projet d'animation, ok. Donc moi du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais t'expliquer ce que moi je mets derrière, et ce que les convictions que j'en ai, et le message que je véhicule en tant que formateur. Pour moi, l'animation, il y a 3 volets, je te l'ai déjà dit: activité, vie collective et vie quotidienne. Donc l'activité, c'est pas très compliqué, c'est tout ce qui va concerner les jeux, les intérieurs, extérieurs, sportifs, etc., culturels, bon bref, aussi les activités manuelles, les sorties, spectacles, bon bref, tout ce qui est activité, en gros on va faire quelque chose avec les jeunes qui ne sera pas forcément la même chose tous les jours, ou bref, ok, t'as compris ce que c'est qu'une activité. Aussi, derrière, t'as la vie quotidienne. Donc la vie quotidienne, c'est tout ce qui va répondre à un besoin vital. Donc besoin de dormir, besoin d'hygiène, besoin de s'alimenter, etc., etc. Aussi, après, t'as la vie collective, et donc la vie collective, c'est tout ce qui va correspondre aux instances de décision qu'on va prendre tous ensemble, et aussi au retour sur les vécus de la collectivité. Donc c'est-à-dire soit on va dire ce qui va pas, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut supprimer, ce qu'on peut améliorer, ou alors on va se réunir
pour organiser la suite de la vie des choses, etc., etc. Donc, par exemple aussi, tu vois, quand tu vas faire de la régulation de conflits, qui soit pour tout le groupe ou pour des individus particuliers, comme les conflits pèsent toujours sur le groupe à un moment ou à l'autre, c'est ce qu'on appelle aussi de la vie collective. Ok? Bref. Donc, moi, je pense qu'en fait, les projets d'animation peuvent se décliner dans ces 3 différents volets, dans activité, vie collective et vie quotidienne. Et donc, en fait, si tu veux, je vais reprendre ici avec toi un exemple de chacun d'entre eux pour pouvoir t'expliquer un petit peu vraiment concrètement moi ce que je vois dedans. Donc, en fait, ça respecte toujours le même schéma. Toi, ici sur le terrain, quand tu vas être confronté à un projet d'activité ou un projet d'animation, en général, si tu as du mal à mettre ça au clair, je te conseille de mettre ça par écrit, donc de partir de la réalisation que tu veux faire. Ensuite, tu as la réalisation, ce que tu veux effectuer, tu vois les moyens que tu dois te donner d'abord pour pouvoir y arriver. Et ensuite, tu réfléchis à avoir des critères palpables, mesurables pour pouvoir évaluer, dire ce qui a été, ce qui n'a pas été et améliorer, supprimer ou apporter de la nouveauté à tes réalisations ou à ton projet. Ok? Donc ça reste les 3 étapes et t'hésites pas, surtout si c'est pas clair pour toi, tu mets ça sur papier, ça va te prendre, voilà, moi je t'en ai parlé, j'ai pris le temps de le détailler parce que je t'explique des choses, mais normalement pour la plupart des projets d'animation, à moins que ce soit un truc énorme, en moins de 10 minutes c'est réglé, tu vois, et surtout si vous êtes à plusieurs têtes, ça devrait aller, des fois ça peut se prévoir ça en 2 minutes, tu vois. Après, des fois il faut y passer 1 heure, c'est aussi, mais au moins derrière après c'est au clair dans ta tête. Ok? Donc du coup, tu vois par exemple, projet d'activité, donc qu'est-ce qu'un projet d'activité? Un projet d'activité, c'est quelque chose où on va avoir un but final et on va avoir différentes étapes successives pour pouvoir y arriver. Voilà ce que c'est qu'un projet d'activité. Donc moi, le projet d'activité que j'aime bien prendre comme exemple, parce qu'il est très parlant, c'est le spectacle de marionnettes. Donc le spectacle de marionnettes, tu vois, donc si je mettais en réalisation, voilà, donc mon objectif, c'est réaliser un spectacle de marionnettes et le présenter aux familles. Ok? Bon, très bien. Avec les jeunes. Ensuite, dans la réalisation, qu'est-ce que la réalisation? C'est le spectacle. Ok, bon, très bien. Et donc, ensuite, en préparation, pour pouvoir faire un spectacle de marionnettes, qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Déjà, tout premier lieu, il faut un scénario. Si tu n'as pas de scénario, si tu n'as pas d'histoire, ça va être compliqué, à moins que ce soit un spectacle de marionnettes d'improvisation. Mais ça, faut le dire tout de suite, ok? Donc, et puis en général, même d'improvisation, on donne à minima des thèmes d'improvisation. Donc, ça revient un peu à un scénario qu'il faut préparer, ok? Ensuite, une fois que tu as ton scénario, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire des marionnettes et un castelet. Donc, le castelet, si tu sais pas ce que c'est, si tu veux, le petit théâtre de marionnettes, là, le petit décor dans lequel elles vont évoluer. Ok, ça c'est un castelet. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une fois que tu as ton scénario, tes marionnettes, tes castelets, peut-être qu'il va commencer à falloir faire des castings et des répétitions. Donc, c'est-à-dire savoir qui veut prendre, soit qui veut prendre ou soit qui est le meilleur pour prendre. Ça dépend de toi, ce que tu véhicules comme message, en tout cas le fonctionnement que tu as envie de mettre en place sur ton séjour. Et donc, qui veut prendre quel rôle ou voilà. Et après, derrière, une fois qu'on a les rôles, on commence à répéter, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la répétition finale, à la dernière répétition, avant d'arriver à présenter le spectacle. Et ensuite, normalement, dernière chose à préparer pour pouvoir faire la représentation, c'est justement un espace dédié à cette représentation. Normalement, tu dois déjà trouver l'espace et ensuite un peu l'aménager pour que tout le monde puisse vivre les représentations dans de bonnes conditions, aussi bien les personnes qui vont passer sur scène que le public, a fortiori si c'est pas un espace qui est dédié à ça en temps normal. Ok ? Donc voilà. Et ensuite, dans les critères d'évaluation que tu peux avoir sur ce genre de spectacle de marionnettes, je pense moi les critères les plus objectifs que tu pourras avoir, ce sera à la fois les retours des acteurs sur scène et aussi les retours du public. Est-ce que ça leur a plu? Est-ce que ça leur a pas plu? Est-ce qu'ils étaient à l'aise? Est-ce qu'ils ont été gênés? Est-ce que ils ont eu le trac, mais est-ce que ça s'est envolé ou est-ce que ça les a perturbés dans leur rôle, etc., etc. Ok? Donc voilà, ça c'est un projet d'animation, un spectacle de marionnettes avec ces 3 étapes qui sont préparation, réalisation et évaluation. Ok. Bon, là ici, je t'ai présenté un projet qui prévoit des étapes différentes. Ok, mais des fois un projet peut répéter la même étape. Si tu prends par exemple que ton projet c'est d'aller offrir des repas pour les SDF de ta ville, avec les jeunes, en fait donc vous allez préparer les repas et ensuite vous allez faire un petit tour de maraude et vous allez distribuer les repas. Donc c'est très bien, c'est super, mais en soi, à part les repas qui changent, bon,
peut-être que vous allez varier les repas, mais en soi, ça change pas grand-chose. On prépare les repas et on va finir par faire un tour pour aller les distribuer. Tu vois, il y a rien de nouveau dans les activités. C'est tout le temps la même étape qui se répète. Allez, ouais, je te dis, après on va peut-être changer les repas, quoi. Ok. Donc, voilà un exemple de projet d'activité. Ok, projet d'activité, plusieurs étapes successives dans le but d'arriver à un but final avec un objectif, une prépa, une réalisation, une évaluation. Et si c'est compliqué pour toi, tu pars de la réalisation, ensuite tu fais prépa et ensuite tu fais évaluation. Ok. Ensuite, je te donne un projet de vie collective. Okay. Donc, par exemple, tu peux avoir projet de vie collective. Moi, le projet ici que j'avais, c'était sensibiliser les jeunes à la démarche citoyenne. Voilà un objectif. Donc, ici en réalisation, on a, je me dis, allez, hop, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, pour les démarches citoyennes, on peut faire, on peut faire une manifestation sur un sujet donné. Soit nous, les adultes, on choisit le sujet, soit on laisse les jeunes choisir le sujet. Et après aussi, réaliser une manifestation, quand je dis ça, manifestation, c'est pas pour que ça reste à l'interne du centre, d'accord? C'est pour aller dans un endroit qu'on a trouvé stratégique pour aller faire cette manifestation et enfin voilà. Ok? Donc ensuite, ce qu'on peut faire aussi en démarche citoyenne pour aborder un petit peu, si tu veux, le terme de la démocratie, de la représentation et tout ça, on peut aussi faire l'élection d'un représentant et d'un porte-parole qui va être démarcheur de notre manifestation et donc soit qui lui va aller demander des partenaires, va aller voir des partenaires et donc négocier avec eux ou alors les sensibiliser à notre action, etc. Peut-être faire découvrir aux habitants des alentours de la manifestation qu'on va faire la manifestation, donc créer une campagne de pub, peut-être aller faire du porte-à-porte, etc. Et enfin voilà, ça peut être super. Et aussi, dernière chose pour faire la démarche citoyenne, on va, je me dis, allez, dans le séjour, on va essayer de faire une organisation de séjour consensuelle. Donc quand je dis consensuel, c'est on va essayer de prendre les avis de tout le monde, donc à la fois des jeunes, des adultes, voire du personnel de service, etc. Et on va essayer de trouver tous un terrain d'entente pour l'organisation du séjour. Bon, très bien. Bon, je tiens à te dire qu'il n'y a pas de bon consensus avec des personnes entièrement satisfaites. Ok, tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin. C'est comme ça qu'on voit un bon consensus. Ok. Voilà, ça c'est ce que moi je tiens à faire au sein de mon séjour. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut en prépa? Derrière, si je veux la manif, peut-être déjà repérer l'espace de la manif et peut-être aussi faire une déclaration. Il y a peut-être besoin, ça dépend de ce que tu veux faire, etc. Donc ça, il faut se renseigner. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc il va aussi derrière falloir sensibiliser les jeunes à la démarche citoyenne de la manif. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça a servi? Pourquoi? Et de donner peut-être des exemples et en quoi ça peut leur être utile. Ok. Donc ensuite, si je veux aussi pouvoir faire l'élection d'un représentant, eh ben, on va peut-être leur faire voir différents systèmes d'élection. Peut-être leur faire choisir le système d'élection qu'ils veulent mettre, parce que le système d'élection qu'on connaît nous, les élections, le système d'élection par vote direct, par représentation directe que nous on connaît en France. J'ai oublié le nom là, c'est pour ça que je bug un peu, mais il y a pas que la nôtre qui existe, ok, d'accord. Il y a d'autres façons de faire dans d'autres pays du monde. Il y a aussi des systèmes d'élection qui ressemblent pas forcément aux nôtres. Il y a des fois on élit des représentants, il y a des fois où au suffrage universel direct, voilà, excuse-moi, tu peux être élu, donc nous on a 2 tours par exemple, tu peux être élu au premier tour quoi qu'il arrive, quel que soit le système d'élection, enfin bref, il y a plein de systèmes d'élection différents et on peut en parler aux jeunes et leur faire choisir celui qu'ils veulent mettre en place pour élire leurs représentants, par exemple, hein. C'est pas obligé de faire comme ça, hein. Et aussi, si on veut avoir une organisation consensuelle du séjour, eh ben, il va peut-être falloir réfléchir à des prises de parole démocratiques. Alors, quand je dis prise de parole démocratique, je veux dire des prises de parole où qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et qu'est-ce que c'est avoir le pouvoir? C'est pouvoir dire ça va pas, et maintenant on va faire ça pour changer les choses.
Ok, ça c'est le pouvoir, ok, le pouvoir du peuple. Enfin, c'est même le pouvoir tout court. Je dis ce qui va, je dis ce qui va pas, je prends des décisions par rapport à ça et après derrière j'applique les décisions. Enfin, je fais en sorte que les décisions se réalisent. Voilà ce qu'est le pouvoir. Et donc le pouvoir du peuple, qu'est-ce que c'est? La démocratie, c'est que le peuple, ou en tout cas les personnes concernées, vont pouvoir dire ce qui va pas, proposer des solutions ou des organisations et après tout faire pour les mettre en place. Et donc nous, ce qu'on fait ici en général dans la société qu'on connaît, c'est qu'on fait la démocratie par l'anonymat. Mais après, on peut faire la démocratie aussi par la parole de groupe. On peut faire la démocratie aussi par la parole assumée chacun devant tout le monde et assumer ses propos. D'accord ? Le principe est de dire ce qui va pas, proposer des solutions et mettre en place des organisations. Voilà ce qu'est la démocratie. Donc après, il y a plusieurs façons de le faire. Donc je t'ai dit, tu peux faire anonymat, du groupe, de l'individuel, etc., etc. Mais c'est plusieurs démarches démocratiques que tu mets en place. Ok ? Plusieurs prises de parole démocratiques ou plusieurs prises d'organisation, prises de décision. Ok ? Voilà. Et après, ce que tu vas faire pour évaluer, donc qu'est-ce que ça a donné notre manifestation, qu'est-ce que ça a donné notre élection de représentants, qu'est-ce que ça a donné l'organisation du séjour, l'organisation consensuelle du séjour, quels impacts ont eu la manif. Donc aussi bien sur les jeunes que sur le public. Donc est-ce qu'il y a eu une participation? Est-ce que les jeunes ont abandonné en plein milieu de la manif? Est-ce qu'ils ont demandé à en refaire une autre? Est-ce qu'il y en a eu des soutiens, etc., etc. Est-ce que les gens sont venus nous cracher à la gueule? Enfin voilà. Ensuite, tu peux aussi mesurer l'impact du représentant et du porte-parole. Donc c'est-à-dire est-ce qu'il nous a débloqué des partenaires? Est-ce qu'il nous a ramené du public? Est-ce que il a bien défendu nos convictions? Est-ce que il a pas dit du caca en parlant de nous, etc., etc. Enfin voilà, et aussi tu peux voir l'impact, en dernier lieu, l'impact du consensus sur ton séjour. Donc c'est est-ce que vous avez réussi à mettre une organisation où tout le monde a mis de l'eau dans son vin, tout le monde était à peu près satisfait, mais pas entièrement satisfait. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à péter le consensus et prendre le pouvoir? Est-ce qu'il a fallu abandonner le consensus parce que c'était pas possible et on n'y arrivait pas? Voilà, tu vois. Tout ça, ce sont des critères d'évaluation plausibles. Ok ? Voilà. Donc ça ici, c'était un projet de vie collective. Et encore une fois, tu vois, c'est toujours la même chose. Le projet passe par plusieurs étapes. D'accord ? Il a un objectif et il passe par plusieurs étapes pour arriver à un but final. Ok ? Quand on parlait de projet pédagogique ou de projet éducatif et de projet d'État, c'est la même chose. Hein. Dedans, il y a des objectifs et plusieurs étapes pour arriver à l'étape finale. Et en attendant, ils n'oublient pas non plus de passer par prépa, réalisation et évaluation. C'est tous ces types de projets, d'accord ? Il y a toujours ça qui revient dedans. Okay. Et maintenant, pour aller jusqu'au bout, chose promise, chose due, je vais aussi te donner un exemple de projet de vie quotidienne. Et donc, le projet de vie quotidienne que je vais te donner, donc moi ici, je vais tabler autour de l'alimentation qui est un besoin vital, hein, de manger tout simplement. Et donc projet de vie quotidienne, je vais dire bon bah voilà, avec les loulous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de développer le commerce équitable dans l'assiette. Ok, donc qu'est-ce que c'est le commerce équitable? Si tu connais pas, le commerce équitable, c'est aller manger les fraises, enfin ramener, payer les fraises du petit maraîcher du coin plutôt que de payer les fraises qui viennent d'Espagne. Ok, alors pourquoi? Ça peut être aussi bien vu d'un côté sanitaire, donc c'est pas pour rien que je prends les fraises, hein, mais on sait aujourd'hui que les fraises françaises sont quand même largement plus saines que les fraises espagnoles au niveau des pesticides, insecticides et tout le reste qu'ils foutent du sud dessus là, et aussi sur l'empreinte carbone, d'accord, ça pollue moins la planète de ramener des fraises du coin à 3 km du marché plutôt que de leur faire traverser la frontière et voir peut-être qu'elles fassent plus de 1000 km. Ok, donc voilà, et sensibiliser les jeunes à ça. Donc il y a plein de grands messages très altruistes et très intéressants à véhiculer avec eux sur le terrain. Mais donc tu te dis qu'est-ce que je vais vouloir faire concrètement avec les jeunes sur le terrain pour les sensibiliser à ça, à faire développer le commerce équitable autour de nous. Eh ben premièrement, peut-être déjà on va aller faire les courses avec les jeunes, ok, dans la partie réalisation. On va aller faire les courses, ça peut être super d'aller faire les courses avec eux, et puis aussi de préparer les repas, et puis aussi derrière de manger ces repas.
repas tout simplement, et de voir, de leur dire bah voilà, ça c'est les produits du coin. Enfin, des fois il y a des endroits où justement leur faire découvrir les traditions culinaires du terroir du coin où t'es, ça peut être vraiment génial. Il y a plein d'endroits où il y a des AOP qui sont super appellation d'origine contrôlée ou protégée, pardon, et AOC, appellation d'origine contrôlée. Et donc du coup, bah voilà, c'est des choses superbes à faire découvrir aux jeunes. Il y a vraiment du sens derrière. Mais qu'est-ce que tu vas devoir faire, pardon, en préparation pour faire ça? Eh ben déjà, ce que tu peux faire, peut-être aussi qui peut être super intéressant, c'est de te dire bon bah voilà, on va aller voir les petits commerces de proximité dans le coin, là, les trucs qui nous intéressent et qui rentrent dans le cadre du commerce équitable qu'on veut développer et véhiculer auprès des jeunes. Et on va déjà peut-être essayer d'aller développer des contrats avec eux, ok? Parce que on est quand même un centre, on va beaucoup manger, on a 80 gamins derrière. Bah ouais, bah les loulous ils ont faim, ça fait quand même un sacré budget et ça peut être on peut être des clients intéressants pour ces partenaires là. Donc on va aller les démarcher puis voir qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'ils nous proposent, est-ce qu'on peut avoir des avantages ou pas, est-ce qu'on est traité comme tout le monde. Mais déjà aller les voir pour savoir qui ils sont et peut-être ne pas forcément aller à la découverte avec les jeunes, ce qui peut très bien se faire aussi. Tu peux très bien dire bah voilà, nous on s'est renseigné sur rien du tout, mais on va aller se renseigner avec vous. Ça aussi ça se fait très bien, ok? Et ensuite, bon, je pense que ce qui est important aussi, si tu veux partir là-dessus, bah, c'est d'établir un planning des menus avec les jeunes. Et donc peut-être d'où là aussi peut-être l'importance de se renseigner à minima sur ce qu'on peut avoir à disposition. Après, sinon, dans tous les cas, il va falloir le faire avec les jeunes. Mais donc une fois que tu as les renseignements sur ce que tu peux acquérir comme produit dans le coin autour de toi, et ben à partir de là, tu peux établir des menus avec les jeunes. Et donc, du coup, après, quand les menus seront faits, faut les organiser. On mange quoi? On fait attention à manger équilibré, ceci, cela. Mais après, derrière, on peut très bien après aller faire les courses, aller préparer les repas et ensuite aller les manger. Ok? Là, il n'y a plus rien qui nous manque, quasiment. Okay. Donc, bien sûr, là, je suis en train de te parler, dans la majorité des cas, ce sera pour des systèmes en gestion libre, d'accord? C'est-à-dire que des centres où il n'y a pas de personnel ni de cuisine, ni de cuisine-restauration et de ménage, où en gros, on est en autogestion, on se débrouille. Mais ça peut aussi très bien avoir les mêmes projets avec une équipe de cuisine, hein, et le projet peut être délégué, responsabilisé, par exemple, au chef de cuisine. J'ai connu des centres qui faisaient ça, c'était énorme. Pardon. Et donc, du coup, pour évaluer ce projet, donc sur le commerce équitable, le développement du commerce équitable, après derrière, dans l'assiette, hein, parce que là aussi on parle bien du commerce équitable dans l'assiette. Donc derrière, ce que tu peux faire pour l'évaluer, critères d'évaluation concrets, premièrement, de toute façon, je pense que quels que soient les repas, première chose à évaluer, c'est est-ce qu'il y avait la qualité, est-ce qu'il y avait la quantité suffisante sur les repas. Donc est-ce que les produits étaient bons, est-ce qu'ils étaient consommables et est-ce que tout le monde a mangé à sa faim. Et ensuite derrière, est-ce qu'il y a la satisfaction des jeunes, est-ce que ça leur plaît ou pas, à la fois de faire toute la démarche, donc de devoir de réfléchir à trouver les partenaires, établir les menus, faire les courses, préparer les repas et jusqu'à la fin, est-ce que c'est bon dans la bouche? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il faut faire autrement? Est-ce qu'il faut changer ceci, cela? Bref, voilà. Donc ici, voilà, je venais de te présenter un projet de vie quotidienne. Donc qui peut très bien se tenir. Chacun des trois projets, hein, les trois projets, donc même les quatre, hein, donc spectacle de marionnettes, repas pour les SDF, démarche citoyenne et développer le commerce équitable, c'est des projets que moi j'ai réalisés à chaque fois en tant qu'anime. À chaque fois en tant qu'anime, j'ai pu réaliser ces projets-là et ils sont très bien passés. Et je pense pourquoi? Parce que ce que je faisais quand même à chaque fois, et même si, bon tu vois, voilà, ici je prends le projet commerce équitable dans l'assiette, il est beaucoup moins fourni que celui-ci, tu vois, sur papier. Mais j'ai quand même pris le temps de le faire à chaque fois, tu vois. Là, tu vois, voilà, il y a des lignes partout. Bon, très bien. Mais au final, je savais où j'allais de bout en bout. Je me suis jamais retrouvé perdu dans le projet où j'étais. Pourquoi? Parce que j'avais un bon squelette de mon projet. Ok? Voilà. Donc, là, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais te dire sur les différents types de projets que tu peux rencontrer dans l'animation. Donc, je t'ai dit, un projet d'état, projet éducatif, projet pédagogique. Et ici, j'ai surtout parlé des projets d'animation. Mais si tu vois, si on y réfléchit bien, chaque action dans l'animation, voire même dans ta vie, est un projet plus ou moins gros, tu vois. Pourquoi? Parce que, si tu veux, chaque action a un but, un pourquoi, une raison d'être. Même l'inaction. Si tu as décidé de pas bouger, c'est qu'il y a une bonne raison que tu as décidé de pas bouger. Et donc, qu'est-ce que c'est un but, un pourquoi, une raison? En fait, c'est un objectif. Et derrière, l'objectif, il se traite en 3 étapes. Donc,
prépa, réa et Eva. Donc si je prends l'exemple de mon inaction, que je ne veux rien faire, et je vais ici, donc là ici ma réalisation c'est je veux rien faire, et en préparation c'est je vais décider pourquoi je veux rien faire. J'ai une bonne raison de ne rien faire, soit je suis fatigué, soit j'ai pas envie, soit je suis en colère, soit je fais la gueule, etc. Bref, voilà. Et en évaluation, est-ce que ça m'a fait du bien de ne rien faire? Est-ce que c'était bien, il valait mieux que je fasse rien parce que ça m'a permis de me reposer, d'être au calme, de m'apaiser, de je ne sais quoi, ou alors est-ce qu'en faisant rien j'ai raté des choses? Voilà. Ok. Donc, ouais, bien sûr, hein, c'est un peu capillotracté, je tire par les cheveux, hein, je sais, hein, mais bon, c'est pour que tu comprennes le principe en fait des 3 étapes. À partir du moment où tu as un objectif, ça se traite à 3 étapes. C'est tout ce que je veux que tu comprennes. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à les remettre par écrit. Moi, je le fais à chaque fois et je comprends le sens du pourquoi. Dès que je suis perdu, et ça me permet de me replonger dedans. Et je suis très rarement perdu. Pourquoi? Parce que si le fait de l'écrire, ça permet de mentaliser aussi les choses que tu fais. Et en fait, ton écrit, comme tu l'as écrit, après, ça reste dans ta tête et tu as le souvenir. Enfin, voilà. Aussi, un projet peut être constitué de sous-projets avec leurs propres objectifs et leurs propres étapes. Donc, tu vois, dans un projet pédagogique, tu as un objectif, tu as un ou plusieurs objectifs généraux et derrière, tu as des objectifs opérationnels pour les appliquer. Va voir la vidéo que je te disais où je parle du modèle de PP, tu verras. Mais tu vois, voilà, ici, si je reprends Animare, qui est mon objectif complet, entier, plein, premier, et d'ouvrir un centre de formation dématérialisé, derrière, j'ai des sous-objectifs qui sont de créer du contenu, diffuser du contenu, répondre à des questions et de vendre des produits. Ça, c'est des sous-objectifs qui font que le tout réuni font que j'ai ouvert mon centre de formation. Tu vois. Et ces sous-objectifs, j'aurais pu les redécliner en prépa, réa et Eva. Ça peut très bien se refaire, tu vois. Ok. Donc, aussi, si tu veux, moi, je tiens à te dire aussi qu'un projet est toujours améliorable, quel que soit le projet. Il n'y a pas de projet parfait, tu vois, la perfection n'est pas de ce monde. Et à partir du moment où tu as une évaluation avec des critères d'évaluation sérieux, palpables, concrets, tu peux toujours trouver manière à améliorer ton projet, même si ça fait 100 fois que tu le répètes. Il y a toujours moyen de l'améliorer. Ensuite, si tu veux, faut pas oublier non plus, hein, tu vois, que même un projet très clair et appliqué avec les meilleurs moyens, les moyens adéquats, un projet peut échouer. C'est pas un drame en soi, ça peut arriver, mais il faut le savoir. Tous les projets ne réussissent pas et déjà le meilleur moyen de faire en sorte que ton projet y réussisse, c'est de faire en sorte d'être très au clair là-dessus, sur ton objectif clair et sa réalisation, sa préparation et son évaluation. Et aussi, moi je pense que même si tu es très clair là-dessus, s'il n'y a pas de souci, il ne faut pas oublier que le premier facteur d'échec d'un projet, c'est le facteur humain qui reste très aléatoire. Surtout si tu n'es pas le seul à le mettre en place. Le projet, tu as des participants au projet, tu as des personnes qui encadrent le projet et ces personnes-là, voilà, c'est des humains. Les humains, des fois, ils ont envie, des fois, ils n'ont pas envie, à tort ou à raison, mais ça reste des humains et les humains, ça vont pas toujours jusqu'au bout des choses. D'accord ? D'où l'importance de l'évaluation. Comme ça, toi, derrière, quand ton projet l'aura foiré, ça te permettra de tirer des conclusions et la prochaine fois d'essayer d'anticiper ces situations merdiques. Ok ? Enfin voilà. Bref, bon, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire sur la notion de projet. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant, si jamais c'était un peu confus. Ou alors si tu voulais découvrir comment est-ce que moi j'aborde le sujet en tant que formateur, voilà, oui, alors là j'ai été un peu long pour parler du sujet, mais en même temps je suis sur ma chaîne YouTube et c'est bien pour ça que je le fais là-dessus, parce que si j'ai envie de prendre mon temps, je prends mon temps. Okay. Et du coup, voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. N'hésite pas à t'en resservir, je te conseille vraiment de réécrire, hein. Vraiment si c'est compliqué pour toi, réécris les différentes étapes de ton projet. Et au cas où, je te dis aussi que là c'est un peu plus général à Animare. Et puis bon tu vas voir que là, si je vais faire ma pub là dans 2 secondes, donc si tu veux, tu peux quitter la vidéo tout de suite. Mais si tu as des questions et que tu veux pas attendre, donc quand je dis des questions, c'est soit sur les contenus que j'aborde, soit sur tes difficultés que tu rencontres sur le terrain, soit sur des réflexions pédagogiques, et que ces questions, si tu veux, déjà tu peux me les poser sur Animare FB si tu veux, ces questions. Donc en message privé, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, je te demande rien du tout, mais après derrière il faut que tu saches que les réponses que tu auras, je vais toujours essayer de les traiter en vidéo, mais derrière après il faut aussi le temps que
voilà, que je traite la vidéo, ce qui est pas toujours dans l'instantané, tu vois. Mais des fois, il se passe quelques semaines avant que je traite la vidéo. Maintenant, si toi, tu veux une réponse rapide, d'accord, que t'as pas envie d'attendre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux me passer un coup de fil. Un coup de fil, c'est un outil que j'ai créé sur la médiathèque Animaré. Et donc, le coup de fil, c'est tu m'appelles, on fait un petit appel d'une demi-heure. Et donc, tu m'expliques ta situation et moi, je t'aide du mieux que je peux pour répondre à tes questions. Alors, bien évidemment, ces coups de fil, c'est un service payant, ok. Et donc, ce qui est très étonnant pour le moment, si tu veux, j'ai fait deux types de coups de fil. Les coups de fil publics et les coups de fil privés. Les coups de fil privés, alors, ça sortira jamais d'entre toi et moi. Personne ne sera jamais au courant de ce qui s'est passé de la conversation ni de qui tu es, tu vois. Peut-être que je réutiliserai les sujets de la conversation, mais en attendant, moi, personne ne saura que tu m'as appelé. Et donc ça, j'ai reçu pour le moment quelques coups de fil privés où j'ai discuté. J'étais ravi de discuter avec ces personnes-là et de leur apporter mon aide. Et par contre, j'étais très étonné que j'ai toujours pas reçu de coup de fil public. Et en fait, le truc du coup de fil public, c'est que si tu veux, il est 2 fois moins cher que le coup de fil privé. Pourquoi? Parce que le coup de fil public, ce que je compte faire, si tu veux, c'est que là, je vais être là avec toi. Donc, moi, je vais poser le téléphone en haut-parleur et je vais enregistrer la scène, aussi bien le son et l'image. Et après, du coup, je vais faire mon montage et je vais le diffuser. Comme ça, si toi, tu n'as pas participé à la conversation, quand tu vas la découvrir, tu auras l'impression que je te réponds à toi, même si c'est pas toi qui me parle. D'accord? Et du coup, j'étais très étonné et pour en discuter un petit peu avec les personnes qui m'ont passé des coups de fil privés, en plus c'est vraiment dommage parce que les conversations étaient super intéressantes. Hein. Moi, je vais sûrement reprendre les contenus en vidéo, mais ce sera jamais aussi intéressant que la conversation qu'on a pu avoir. Et en fait, si tu veux, ces personnes-là tu vois, un petit peu peur d'être exposé publiquement, tu vois. Et bon bah voilà, après elles avaient réservé et puis c'était tout. Mais au cas où toi, si tu as peur d'être reconnu quand tu vas me passer un coup de fil et si tu veux me passer un coup de fil public, hein, du coup, ce qu'on peut faire, c'est anonymiser complètement le débat. Donc toi, tu peux prendre un pseudo, tu peux mentir sur le nom de ton centre ou ne pas le donner tout simplement. Et tu peux aussi mentir sur le nom de tes collègues ou leur donner des pseudos ou enfin voilà. On peut très bien flouter un petit peu les éléments qui pourraient faire en sorte qu'on te reconnaisse, mais en soi, ça changera rien au débat de fond de la conversation qu'on pourrait avoir en fait. Et du coup, en plus, le truc, c'est que si tu veux, il reste toujours 5 coups de fil gratuits. Ils sont totalement gratuits pour les 5 premiers qui réserveront un coup de fil public. Et donc, tu vois, encore plus ma stupéfaction, mon étonnement en voyant que personne n'avait pris le coup de fil gratuit et que pourtant on avait pris des coups de fil privés et qui étaient 2 fois plus chers que le coup de fil public normalement. Tu vois, j'étais très étonné. Mais en tout cas, bref, tu peux profiter du coup de fil public gratuitement. Il en reste encore 5 qui sont toujours là. À partir du moment où tu utilises le coupon public PUBLIC en majuscule quand tu réserves ton coup de fil public. Alors, enfin voilà, n'hésite pas si ça t'intéresse. C'est dans la description des vidéos, c'est au niveau contact. Il y a quelques lignes. Je descends de quelques lignes, c'est dans les premières lignes, mais au niveau des contacts, tu as les contacts vers ma page Facebook où tu peux me contacter gratuitement et après tu as les 2 contacts vers les 2 types de coups de fil qui sont gratuits et publics. Qui sont publics et privés, gratuits et publics, qu'est-ce que je raconte moi. Et tu vois, je tiens quand même à préciser à mes détracteurs que au cas où tu t'aurais pas remarqué, c'est à ceux qui se plaignent que je vende des produits, tu vois, je suis quand même en train d'inciter des gens là à prendre des produits gratuits ou alors des produits à moitié prix, d'accord. Si mon but était juste de prendre de la thune, j'inciterais les personnes à prendre des coups de fil privés, ok. Et pourquoi est-ce que j'incite à prendre des coups de fil publics? C'est parce que je pense que ça peut servir le maximum de monde. Des situations qu'on rencontre, on est en général, bon, le détail des situations, on est les seuls à les vivre, mais les différentes situations peuvent être rencontrées et répétées à gauche à droite sur différents types de centres, d'accord, ou sur différents séjours, etc., etc. Donc ça peut servir à pas mal de monde. C'est pour ça que j'incite à prendre des coups de fil publics, quitte à ce que j'y gagne un peu moins d'argent, ok. Bon, allez, en attendant là, parce que ça y est, cette vidéo est largement assez longue comme ça. En attendant la prochaine vidéo, respecte s'il te plaît les trois étapes du projet qui sont réalisation, préparation et évaluation, sans oublier de lui donner un objectif. Pourquoi? Ben tout simplement parce que les jeunes comptent sur toi et moi aussi.
Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.